Je suis dans une pension d'État à Saigon. Je dors et je mange là, dans cette pension, mais je vais en classe au dehors, au lycée français, à cause du secondaire que ma mère veut pour moi. Ce jour-là, je reviens de Saigon. Je reviens à Saigon, au pensionnat, après des vacances scolaires, je ne sais plus lesquelles. Je suis allée les passer dans la petite maison de fonction de ma mère, à Sadek, et je reviens à Saigon, par le car. Je me souviens même du kilométrage de la route. Il fallait 5 heures pour rejoindre Saigon. Il y avait 147 kilomètres. C'est donc pendant la traversée d'un bras du Mékong, sur le bac qui est entre Vinlang et Sadek, dans la grande plaine de boue et de riz du sud de la Cochinchine, la plaine des oiseaux. C'est là que c'est arrivé. Le soir, à la sortie du lycée, la même limousine noire, le même chapeau d'insolence et d'enfance, les mêmes souliers lamés. Et elle va. Elle va se faire découvrir le corps par le milliardaire chinois. Il la lavera sous la douche longuement, comme chaque soir elle faisait. Comme chaque soir elle faisait chez sa mère, avec l'eau fraîche de la jarre qu'il garde pour elle. Et puis il la portera mouillée sur le lit. Il mettra le ventilateur et il l'embrassera, de plus en plus, partout. Et elle demandera toujours encore et encore. Et après, elle rentrera à la pension. Et personne pour la punir, pour la battre, pour la défigurer, pour l'insulter. Ma mère dit à la directrice de la pension, « Ça ne fait rien. Toutes ces sorties, ça ne fait rien. C'est sans importance. Vous avez vu cette petite robe qu'elle a, usée, ce chapeau rose et ses souliers. Vous avez vu comme ça lui va bien ?» La mère est ivre de joie quand elle parle de ses enfants. Et alors le charme de la mère est encore plus grand. Les jeunes surveillantes de la pension écoutent la mère, passionnément. Tous, dit la mère, ils tournent autour d'elle. Tous les hommes du poste, mariés ou non, ils tournent autour de ça. Cette petite, les honorer, ils disent. Cette petite chose-là, pas tellement belle au fond, beaucoup moins belle que mes garçons. La mère parle, elle parle de la prostitution éclatante et elle rit du scandale, de cette pitrerie, de ce chapeau déplacé, de cette élégance sublime de l'enfant, de la traversée du fleuve. Et elle rit de cette chose irrésistible ici dans les colonies françaises. Je parle, dit-elle, de cette peau de blanche, de cet enfant, qui était jusque-là caché dans les postes de brousse et qui tout à coup arrive au grand jour, et qui se commet dans la ville, au su et à la vue de tous, avec la grande racaille milliardaire chinoise. Elle a un diamant au doigt, comme une jeune banquière. Et la mère pleure. Quand la mère a vu le diamant, elle a dit d'une petite voix, « Ça me rappelle un petit solitaire que j'ai eu aux fiançailles avec mon premier mari. Mais il était moins beau. »
Nous nous sommes regardés longuement, ma mère et moi. Elle a eu un sourire si doux, légèrement moqueur, que j'ai failli lui parler du chinois de Cholène. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai jamais fait. Elle est morte sans savoir. Elle a attendu longtemps avant de me parler encore et puis elle l'a fait, avec beaucoup d'amour. Tu sais que c'est fini? Que tu ne pourras plus jamais te marier ici à la colonie? Je la rassure, je hausse les épaules, je ris. Je peux me marier partout, quand je veux. Ma mère fait signe que non, non, non. Ici, tout se sait, tu ne pourras plus. Elle me regarde et elle dit les choses inoubliables. Tu leur plais alors? Je dis, c'est ça, je leur plais, quand même. Et elle me dit, tu leur plais aussi à cause de ce que tu es, toi. Elle me demande encore si c'est seulement pour l'argent que je le vois. J'hésite et puis je dis que c'est seulement pour l'argent. Elle me regarde encore longtemps, elle ne me croit pas. Elle dit, tu sais, je ne te ressemble pas. Je ne te ressemblais pas. J'ai eu plus de mal que toi pour les études. Et moi, j'étais très sérieuse. Je l'ai été trop longtemps, trop tard. J'ai perdu le goût de mon plaisir. C'était un jour de vacances à Sadek. Elle se reposait sur un rocking chair. Elle était paisible, pas méchante ce jour-là. Tout à coup, elle avait aperçu sa petite dernière, comme elle disait. Elle avait eu envie de lui parler. On n'était pas loin de la fin, de l'abandon des terres du barrage, pas loin du départ pour la France. Ce soir-là, je ne peux plus supporter la pensée de l'homme de Cholène. Je ne peux plus supporter la pensée de Hélène Lagonelle. Ce serait comme une mauvaise nuit pour moi. Il me semble qu'ils ont leur vie comblée, que les choses leur viennent du dehors d'eux-mêmes. Il me semble que je n'ai rien de pareil. Et toujours me reviennent les mots de ma mère à mon propos. Celle-ci, elle ne sera jamais contente de rien. Je crois que ma vie a commencé à se montrer à moi. Je crois que je sais déjà me le dire. J'ai déjà, vaguement, comme une envie de mourir. Ce mot, je ne le sépare déjà plus de ma vie. Je crois que j'ai aussi envie d'être seule. De même, je m'aperçois que je ne suis plus seule depuis que j'ai quitté l'enfance, la famille du chasseur. Je vais écrire des livres. C'est ce que je vois. Au-delà de l'instant, dans le grand désert de l'adolescence. Ma vie m'apparaît vide. Il n'y a plus que ça à faire, d'écrire. Des romans, par exemple. Mon petit frère est mort. On parlait peu ensemble, peu.
On parlait peu ensemble, on parlait très peu du frère aîné, de notre malheur, de celui de la mer, de celui de la plaine. On parlait plutôt de la chasse, des carabines, des mécaniques, des autos. Il se mettait en colère contre l'auto cassée. Et il me racontait. Il me décrivait les bagnoles qu'il aurait plus tard. Je connaissais toutes les marques de carabines, de chasse, toutes celles des bagnoles. On parlait aussi, bien sûr, d'être dévoré par les tigres. Et on ne faisait pas attention. Si on ne faisait pas attention. Ou de se noyer dans le rack, si on continuait à nager dans les courants. Il était seulement de 2 ans, mon aîné. Il était mort du cœur. Dans le télégramme, on disait « rappeler à Dieu ». J'étais en France. Le vent s'était arrêté et il faisait sous les arbres la lumière surnaturelle qui suit la pluie. C'est en France, dans la période qui a suivi la mort du petit frère. J'avais écrit ça. Que le vent s'était arrêté, qu'il avait fait sous les arbres la lumière surnaturelle qui suit la pluie. Des oiseaux crient de toute leur force, des démons. Ils s'aiguisent le bec contre l'air froid. Ils le font sonner dans toute son étendue, de façon presque assourdissante. J'avais oublié à quel point je l'aimais. Et pendant des années, j'avais vécu dans l'idée que rien de nouveau, ne pouvait arriver à cet amour de mon petit frère. J'avais oublié la mort. 15 ans et demi, le corps est mince, presque chétif. Des seins d'enfant encore, fardés en rose pâle et en rouge. Et puis cette tenue qui pourrait faire qu'on en rit, et dont personne ne rit. Je vois bien que tout est là, et rien n'est encore joué. Je le vois dans les yeux, tout est déjà dans les yeux. Je veux écrire. Déjà, je l'ai dit à ma mère. Ce que je veux, c'est ça, écrire. Pas de réponse la première fois. Et puis elle me demande, écrire quoi? Je lui dis des livres, des romans. Elle dit durement, après l'agrégation de mathématiques, tu écriras si tu veux, ça ne me regardera plus. Elle est contre. Ce n'est pas méritant, ce n'est pas du travail, c'est une blague. Elle me dira plus tard, une idée d'enfant. Je lui ai répondu que ce que je voulais avant toute chose, c'était écrire. Rien d'autre que ça, rien. Jalouse elle est. Pas de réponse, un regard bref, aussitôt détourné, le petit haussement d'épaules, inoubliable. Je serai la première à partir. Il faudra attendre encore quelques années pour qu'elle me perde, pour qu'elle perde celle-ci, cette enfant-ci. Pour les fils, il n'y avait pas de crainte à avoir, mais celle-ci, un jour, elle le savait, elle partirait, elle arriverait à sortir. Première en français. Le proviseur lui dit, votre fille, madame, est première en français. Ma mère ne dit rien, rien. Pas contente parce que ce n'est pas ses fils qui sont les premiers en français. La saleté, la mère, mon amour. Elle demande, et en mathématiques? On dit, ce n'est pas encore ça, mais ça viendra. Ma mère demande, ça viendra quand? On répond, quand elle le voudra, madame. Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. C'est moi. Elle l'avait reconnu dès la voix. Il avait dit, je voulais seulement entendre votre voix. Elle avait dit, c'est moi, bonjour. Il était intimidé, il avait peur comme avant. Sa voix tremblait tout à coup. Et avec le tremblement, tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il l'avait su par la mère qu'il avait revue à Saigon. Et aussi pour le petit frère, qu'il avait été triste pour elle. Et puis, il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis, il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort.
vois encore le visage et je me souviens du nom. Je vois encore les murs blanchis, le store de toile qui donne sur la fournaise, l'autre porte en arcade qui mène à l'autre chambre, et un jardin à ciel ouvert. Les plantes sont mortes de chaleur, entourées de balustrades bleues comme la grande villa de Sadek, étagée de terrasses qui donnent sur le Mékong. C'est un lieu de détresse, naufragé. Il me demande de lui dire à quoi je pense. Je dis que je pense à ma mère, qu'elle me tuera si elle apprend la vérité. Je vois qu'il fait un effort et puis il le dit. Il dit qu'il comprend ce que veut dire ma mère. Il dit ce déshonneur. Il dit que lui ne pourrait pas en supporter l'idée dans le cas du mariage. Je le regarde. Il me regarde à son tour. Il s'excuse avec fierté. Il dit « Je suis un Chinois ». On se sourit. Je lui demande si c'est habituel d'être triste comme nous le sommes. Il dit que c'est parce qu'on a fait l'amour pendant le jour, au moment de la culminance de la chaleur. Il dit que c'est toujours terrible après. Il sourit. Il dit que l'on s'aime ou que l'on ne s'aime pas, c'est toujours terrible. Il dit que cela passera avec la nuit, aussitôt qu'elle arrivera. Je lui dis que ce n'est pas seulement parce que c'était pendant le jour qu'il se trompe, que je suis dans une tristesse que j'attendais et qui ne vient que de moi, que toujours j'ai été triste, que je vois cette tristesse aussi sur les photos où je suis toute petite, qu'aujourd'hui cette tristesse, tout en la reconnaissant comme étant celle que j'ai toujours eue, je pourrais presque lui donner mon nom tellement elle me ressemble. Aujourd'hui, je lui dis que c'est un bien-être, cette tristesse, celui d'être enfin tombé dans un malheur que ma mère m'annonce depuis toujours quand elle hurle dans le désert de sa vie. Je lui dis, je ne comprends pas très bien ce qu'elle dit, mais je sais que cette chambre est ce que j'attendais. Je parle sans attendre de réponse. Je lui dis que ma mère crie ce qu'elle croit comme les envoyés de Dieu. Elle crie qu'il ne faut rien attendre, jamais, ni d'un quelconque état, ni d'un quelconque Dieu. Il me regarde parler. Il ne me quitte pas des yeux. Il regarde ma bouche quand je parle. Je suis nu. Il me caresse. Il n'écoute peut-être pas. Je ne sais pas. Je dis que je ne fais pas du malheur dans lequel je me trouve une question personnelle. Je lui raconte comme c'était simplement si difficile de manger, de s'habiller, de vivre en somme, rien qu'avec le salaire de ma mère. J'ai de plus en plus de mal à parler. Il dit « Comment faisiez-vous » Je lui dis qu'on était dehors, que la misère avait fait s'écrouler les murs de la famille et qu'on s'était tous retrouvés en dehors de la maison, à faire chacun ce qu'on voulait faire. Des vergondés on était. C'est comme ça que je suis ici avec toi. Il est sur moi, il s'engouffre encore. Nous restons ainsi, cloués, à gémir dans la clameur de la ville encore extérieure. Nous l'entendons encore, et puis nous ne l'entendons plus. โอ้ดอกบัวทองบานในหนองน้ำใสเกิดบัวใบในตม Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. C'est moi. Elle l'avait reconnu dès la voix. Il avait dit « Je voulais seulement entendre votre voix ». Elle avait dit « C'est moi. Bonjour ». Il était intimidé, il avait peur, comme avant. Sa voix tremblait tout à coup. Et avec le tremblement, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il l'avait su par la mère qu'il avait revue à Saïgon, et aussi pour le petit frère, qu'il avait été triste pour elle. Et puis, il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis, il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort. Je voudrais... Quand elle a été vieille, les cheveux blancs, elle est allée aussi chez le photographe. Elle y allait seule. Elle s'est fait photographier avec sa belle robe rouge sombre et ses deux bijoux, son sautoir et sa broche en or et jade, un petit tronçon de jade embouti d'or. Sur la photo, elle est bien coiffée, pas un pli, une image. Les indigènes aisés allaient eux aussi au photographe, une fois par existence, quand ils voyaient que la mort approchait. Les photos étaient grandes, elles étaient toutes de même format, elles étaient encadrées dans des beaux cadres dorés et accrochées près de l'autel des ancêtres. Tous les gens photographiés, j'en ai vu beaucoup, donnaient presque la même photo. Leur ressemblance était hallucinante. Il a dû être longtemps à ne pas pouvoir être avec elle,
à ne pas arriver à lui donner l'héritier des fortunes. Le souvenir de la petite Blanche devait être là, couché, le corps là, en travers du lit. Elle a dû rester longtemps la souveraine de son désir, la référence personnelle à l'émotion, à l'immensité de la tendresse, à la sombre et terrible profondeur charnelle. Puis le jour est arrivé où ça a dû être possible. Celui, justement, où le désir de la petite Blanche devait être tel, intenable à un tel point, qu'il aurait pu en retrouver son image entière, comme dans une grande et forte fièvre, et pénétrer l'autre femme de ce désir d'elle, l'enfant Blanche. Il avait dû s'être retrouvé par le mensonge, au-dedans de cette femme, et par le mensonge faire ce que les familles, le ciel, les ancêtres du Nord attendaient de lui, à savoir l'héritier du nom. Peut-être connaissait-elle l'existence de la jeune fille Blanche. Elle avait des servantes natives de Sadek, qui connaissaient l'histoire et qui avaient dû parler. Elle ne devait pas ignorer sa peine. Elles auraient dû être du même âge toutes les deux, 16 ans. Cette nuit-là, avait-elle vu pleurer son époux? Et, se voyant, l'avait-elle consolé? Une petite fille de 16 ans, une fiancée chinoise des années 30, pouvait-elle, sans inconvenance, consoler ce genre de peine adultère dont elle faisait les frais? Qui sait? Peut-être qu'elle se trompait. Peut-être avait-elle pleuré avec lui, sans un mot, le reste de la nuit. Et puis, l'amour venir ensuite, après les pleurs. Elle, la jeune fille Blanche, elle n'avait jamais rien su de ces événements-là. Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme et lui avait téléphoné. C'est moi. Elle l'avait reconnu dès la voix. Il avait dit « Je voulais seulement entendre votre voix ». Elle avait dit « C'est moi, bonjour ». Il était intimidé. Il avait peur, comme avant. Sa voix tremblait tout à coup. Et avec le tremblement, tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il l'avait su par la mère, qu'il avait revue à Saigon. Et aussi pour le petit frère, qu'il avait été triste pour elle. Et puis, il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis, il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort.